Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduite qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic Des pianist. femmes artistes, activistes, inspirantes, politiques, des femmes puissantes. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle Bienvenue marque son époque. dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Mazarine Pinjot. Je suis fascinée par les gens qui ont du culot, qui disent ce que j'ai fait, c'est vachement bien. Ça mérite d'être. Mais il y a des gens qui sont comme ça et je trouve que c'est une force, quoi. Et je pense que moi, je l'ai pas, mais c'est aussi parce que je suis une fille. La honte d'être fatiguée, triste ou malade. Mais non, t'inquiète pas, ça va. La honte d'être victorieuse, forte, douée. Oh, mais non, j'y suis pour rien. La honte de son corps. Je peux pas sortir comme ça. La honte de sa sexualité. C'est juste une copine. La honte de ce qui nous fait du bien. Ce que j'aime, je sais pas. La honte de ne pas boucler ses fins de mois. Allez-y sans moi, je vous rejoins après. La honte d'être mère. Je peux quand même pas allaiter ici. La honte de ne pas être mère. Et alors toi, c'est pour quand ? La honte de ses addictions, la honte de ses traumatismes, la honte de sa spiritualité. La honte d'avoir été agressée, harcelée, violée. J'ai réalisé récemment que ce sentiment de honte était permanent dans la psyché des femmes. Et cette honte, c'est un mécanisme puissant de silenciation. Quand on a honte, on se tait. Quand on a honte, on reste seul. Dire « moi aussi », tout ensemble, c'est une façon de lever la honte et de briser la loi du silence. Nous sommes, nous toutes, nous allons en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Nous voulons en finir avec une société qui continue de faire porter la honte de ses crimes sur les victimes et non sur les violeurs et les agresseurs. Avec Mazarine Pinjot, on a parlé de secrets, de viol et d'intimité. Mazarine Pinjot, vous êtes écrivaine, docteure en philosophie, enseignante à l'université Paris 8. Vous avez publié 13 romans et 3 essais et vous dirigez également chez Robert Laffont la collection d'essais philosophiques Nouvelle mythologie. Votre dernier roman, Se taire, m'a immédiatement donné envie de vous recevoir dans la poudre, car vous y explorez un thème féministe malheureusement incontournable, le viol, ou plutôt le silence qui entoure le viol. Votre héroïne Mathilde, photographe, est violée à 20 ans par un brillant homme politique, prix Nobel de la paix. Son père est un chanteur célèbre, son grand-père un académicien, et la notoriété de sa famille la pousse à se taire. Le roman se déroule sur 20 ans, ce qui laisse le temps de constater les ravages du silence imposé sur la vie de la jeune femme. Alors bien sûr, il y a ce constat implacable dans votre livre de la difficulté que rencontrent les victimes, toutes les victimes, à parler, à être crues et à obtenir justice. Mais il y a aussi quelque chose de plus nuancé, qui est palpable dès votre introduction. Et j'y lis, moi, une critique acerbe de la façon dont les médias ont traité certaines affaires de viol et plus largement le mouvement MeToo. Qu'est-ce qui vous gêne le plus, au fond ? C'est compliqué à dire parce que c'est un mouvement qui est né grâce aux médias. Et ça, on ne peut pas l'oublier. C'est né grâce aux médias parce que justement, il y avait un problème de société et où les institutions ne suivaient pas, à savoir une forme d'omerta sur une domination masculine masculine et parfois féminine, et qui s'exprimait par une violence et notamment des agressions sexuelles dont on a maintenant beaucoup entendu parler. Et donc cette omerta était d'une telle violence que la violence opposée qui a été celle de MeToo a fait grand bruit. C'est normal, c'est toujours une violence qui répond à une violence de toute façon. Le problème, c'est que si c'est passé à travers les médias et grâce à ça, justement, ça a contourné les obstacles plus institutionnels. On sait bien que aller porter plainte dans un commissariat, c'était pas simple. Ça l'est toujours pas, mais ça l'est un petit peu plus parce qu'il y a quand même une forme de prise de conscience. Il y a quand même une sorte de... on a quand même commencé à parler de ça, à essayer de questionner la difficulté pour une femme d'aller dire ces mots-là dans un endroit comme celui d'un commissariat et d'essayer d'avoir une écoute peut-être un peu plus
spécifique en tout cas. Bon, c'est sûr que dans les commissariats on entend toujours des horreurs, mais quelque chose d'un peu plus spécifique, parce qu'on sait bien qu'il y a toujours eu depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, il faudrait remonter à très loin et réinterroger l'archaïsme de cette domination, une forme comme ça de banalisation de l'agression sexuelle, du viol jusqu'au harcèlement, ou à des choses peut-être moins directement horribles, mais en réalité qui peuvent aussi détruire, quoi. Enfin, petites agressions qui sont pas forcément de l'ordre du viol. D'ailleurs, dans votre roman, on retrouve toutes les nuances d'agression sexiste. Ouais, puisque je pense que ce type d'agression, alors ça dépend dans quel contexte, c'est là aussi où il faut voir évidemment si c'est dans un contexte ludique ou si c'est dans un contexte où de toute façon la femme n'a pas voix au chapitre parce qu'elle est inféodée au mec, parce que tout simplement c'est son patron, ou il a une position sociale plus importante. Enfin bon, c'est ça, la question de la domination, c'est pas une question homme-femme, c'est une question de statut social qui permet d'autoriser des gestes déplacés. Et je pense que quel que soit le degré d'agression, il vient attaquer directement l'identité. Donc oui, bien sûr, toutes les agressions doivent être prises en compte. Alors le viol étant évidemment la plus terrible. Et donc je pense que MeToo à la fois a permis autoriser cette parole. Je pense que plein de femmes se sont senties tout à coup autorisées à venir parler, protégées en fait. Protégées parce qu'il y avait cette écoute-là de la société en général. Et c'est cette question de la protection qui a changé. Maintenant, je pense que ça rend pas plus simple, en réalité, le fait de venir parler, parce que dire qu'on a été la victime d'un viol, c'est toujours une forme de... Il y a toujours une forme de honte qui s'associe à ça. C'est ça qui est terrible dans le fait d'être victime d'un viol, c'est que s'associe à ce statut de victime une forme de dégradation de soi, de honte de soi. En fait, c'est difficile pour une femme de parler, parce que quand elle est victime, elle est doublement victime, en fait. Non seulement elle est victime de l'agression, mais en plus, il y a quelque chose comme une tâche qui vient, d'une certaine manière, l'effacer du champ social. Et ça, depuis très longtemps, il y a des civilisations où... assez archaïque pour le coup, où la femme violée, on l'exclut du clan parce qu'elle vient entacher de honte le nom familial. Ouais. Et en fait, dans ce livre, il y a un peu quelque chose de cette trace archaïque, puisque le nom familial va être entaché, mais quand même, en tout cas, ça vient déranger un ordre établi. C'est intéressant, comme une porosité de la honte, en fait, que vous décrivez. Exactement. Exactement. Mais dans votre introduction, vous mettez aussi l'accent sur quelque chose qui me semble fondamental, c'est que, effectivement, comme vous venez de parfaitement bien l'expliquer, MeToo, c'est quelque chose de systémique. Enfin, ça vient révéler un problème qui est fondamentalement politique, voire économique, comme vous l'avez rappelé. Et pourtant, les médias l'ont traité avec une approche très personnelle. Oui. Et en fait, on aurait dit que finalement, ce qui intéressait le plus certains médias, c'était le côté croustillant, les noms, les détails, les dates, etc. Exactement. Et ça aussi, vous le condamnez fortement. Oui, ça, c'est donc le mauvais côté de MeToo, effectivement, qui est lié à son moyen de diffusion. Je disais que c'est grâce aux médias que ça a existé, mais c'est aussi malheureusement à cause des médias que ça dérive, quoi. Je dis les médias en général, ça peut être les réseaux et tout, c'est juste le fonctionnement des médias, c'est-à-dire l'immédiateté, le fait qu'on puisse pas attendre, évidemment, un jugement. Enfin, je dis évidemment parce que le temps de la justice est tellement long qu'à un moment donné, parfois, faut le court-circuiter. C'est grâce à ça que l'affaire Weinstein a éclaté. Ouais. Il y a toutes ces données-là. Et comme la manière de dénoncer ce type de domination passe par une forme de dénonciation, à partir de là, tout est possible. La justice comme l'injustice. Et on sait bien que la question de la réputation aujourd'hui, à travers justement la rapidité des réseaux, de la rapidité de la rumeur qui a pris une ampleur considérable depuis que le réseau existe, que le fonctionnement même du réseau existe, jeter un nom en pâture, c'est un assassinat, quoi. Ouais. Et effectivement, on voit bien qu'à un moment donné, ce qui intéressait plus les médias, c'était plus qui a fait quoi que comment on arrive à déconstruire ce système, quoi. Et d'ailleurs, l'accueil qui est fait votre livre correspond complètement à ça. C'est incroyable. C'est incroyable, en fait. Votre livre, c'est un roman. Il y a évidemment, on voit bien que les personnages sont tous fictifs, mais tout le monde a voulu y lire une espèce de réécriture de, une de vos nièces a porté plainte il y a 20 ans. Ça a émergé dans la presse tout récemment contre un célèbre homme politique écologiste pour viol. Et tout de suite, les médias ont voulu dire Mazarine Pinjot a écrit un livre sur sa nièce. Enfin, c'est QFD, quoi. C'est-à-dire que soit ils n'ont pas lu le livre, soit ils peuvent pas s'en empêcher. C'est-à-dire que le livre dénonce très exactement ça.
Et en même temps, tout en s'inspirant de plein de choses réelles, de Pascal comme d'autres femmes, mais évidemment, c'est pas son histoire, sinon quel serait l'intérêt de faire une fiction là-dessus? Et il tombe exactement dans le même panneau. Donc mais c'était vachement intéressant, de voir qu'en fait, on dit, mais alors, il y a qui? Mais si c'est pas elle, c'est qui? Et puis, on dit, mais c'est marrant, vous avez pas lu le prologue, quoi. Ils sont allés exactement dans l'endroit qui est dénoncé. Alors, qui est dénoncé justement parce que tant qu'on cherchera des noms, tant qu'on cherchera à abattre des gens parce qu'ils sont connus, parce qu'ils ont été aimés, qu'il faut maintenant les haïr, ou pour X raisons, peu importe, on fera pas le travail de fond, quoi. Tout à fait. Mais je tiens vraiment à souligner, parce que ça peut aussi parfois être mal interprété, vous n'êtes pas non plus en train de plaindre les harceleurs et les violeurs en disant les pauvres, etc. Parce que vous démontrez aussi très bien la façon dont une femme victime de viol va se retrouver piégée de toutes parts, en fait. Si elle parle, c'est problématique. Si elle parle pas, c'est problématique non plus. Vous dites même que on vous a appelé à plusieurs reprises pour que vous vous exprimiez sur cette affaire qui concerne votre nièce, qui a 20 ans, en vous disant vous n'êtes pas féministe si vous ne parlez pas là-dessus. Et je suis même complice, presque complice. Et finalement, il y a comme une espèce de charge mentale et émotionnelle qui se retrouve encore sur les épaules des femmes, même quand elles sont victimes, quoi. Non, mais complètement. Et dans le livre, en fait, j'ai voulu que Mathilde, donc la jeune héroïne, soit vraiment coincée de toutes parts. Je pense que de toute façon, très souvent, les femmes sont coincées. Mais là, disons que j'en ai rajouté quelques couches pour que vraiment elle soit piégée. C'est-à-dire qu'elle est inaudible. Elle est inaudible dans l'espace public actuel parce qu'elle est aussi face à quelqu'un dont la parole peut pas être mise en cause. C'est un prix Nobel de la paix. C'est quelqu'un qui, en plus, a perdu une enfant, donc qui est aussi une victime. Et donc, qui est absolument incontestable en termes de stature morale et en plus de quelqu'un qu'on va plaindre. Et c'est tous les ingrédients, si vous voulez, aujourd'hui, de la morale publique. Le fait d'avoir souffert et le fait, en plus, de s'être battu pour des causes nobles, évidemment, que je remets pas en cause. Mais lui, l'homme en tant que tel, en l'occurrence dans le livre, est quelqu'un de très pervers. Et il sait tout ça. Il sait qu'il est incontestable et qu'on va pas pouvoir l'ennuyer, qu'on va pas pouvoir le mettre en danger. Et souvent, d'ailleurs, les gens savent. Je veux dire, les prédateurs, ils ont un sens inné pour savoir qui ils peuvent ou pas attaquer. Et donc, en effet, elle, Mathilde, à la fois est dans une famille qui a pignon sur rue, donc qui doit protéger un petit peu sa réputation, son nom de famille, avec des parents qui sont quand même un peu plus jaloux effectivement de leur image que de leurs enfants, même si ça reste une famille un peu aimante. C'est pas des gens maltraitants, mais des gens un peu lâches, on va dire. Et puis elle vient aussi d'une famille, alors d'une génération d'avant, où sa grand-mère, elle, est plutôt une femme à l'ancienne, c'est-à-dire on avale les couleurs mais on se tait. Alors pas du tout dans la même perspective que le silence qui est imposé par ses parents, plus celui de les femmes elles en ont toujours bavé, mais on est des durs, quoi. C'est pas exactement le même type de silence, celui de cette génération là. Et puis ensuite il y a, parce que en fait Mathilde parle au départ, mais elle n'est pas entendue, et ensuite elle n'est pas accompagnée dans sa parole. C'est surtout ça dont elle va manquer. Et ensuite effectivement au commissariat on se dit oh là là, c'est un énorme truc, vaut mieux qu'on minimise un petit peu, qu'on banalise. Et puis à tous les niveaux de la société comme ça, elle va en fait rencontrer un mur, y compris alors chez l'homme qu'elle va rencontrer, avec lequel c'est un peu plus compliqué parce que lui, il va vouloir qu'elle parle, et en même temps, oui et non. Il y a toujours cette ambivalence-là. Et en fait, personne n'a intérêt à ce qu'elle parle. Ouais. C'est ça qui ressort très très bien, et elle-même d'ailleurs, parce que vous avez aussi conçu un espèce de duo où chacun des protagonistes, la victime et le violeur, incarne quelque chose de très symbolique. Elle, c'est aussi comme elle est un peu célèbre, comme elle est un peu privilégiée, d'un seul coup on va présupposer que si elle parle, c'est pour se rendre intéressante, c'est de la manipulation, elle connaît bien les médias, etc. Finalement sa parole est décrédibilisée d'avance, et elle le sait. Absolument. Aussi, quoi. Ouais. Parce que c'est aussi un livre sur la parole et sur le poids économique de la parole. Qui va être entendu, en fait. Et c'est pas rarement relatif à une vérité, mais plus à un poids, une valorisation de la parole à travers le système médiatique. Et elle, en fait, elle est étrangement coincée, justement parce qu'elle est privilégiée. Ouais. Justement parce que... Je trouvais ça intéressant, en fait, de voir que... Alors, elle est privilégiée socialement, à l'intérieur de sa famille. Finalement, elle n'existe pas tant que ça, parce que les individus sont pas très existants dans cette famille. C'est plus la tribu, le clan qui compte. Et en fait, effectivement, de l'extérieur, elle peut pas se plaindre.
De l'intérieur, c'est compliqué parce que finalement, elle obéit à cette loi du clan. Et donc, elle se tait. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup intérioriser cette violence et qui va devenir assez masochiste. Enfin, masochiste dans le sens où elle va vivre à côté et avec cette violence d'une certaine manière parce que c'est ce qu'elle connaît le mieux. Et s'en défaire, c'est comme enlever une part d'elle-même. C'est-à-dire, ce qui la nie le plus, c'est en même temps ce qui lui est le plus familier. C'est cette violence-là. Donc, elle va vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui va lui faire du mal, quoi. Et en même temps, elle se révolte pas. C'est ça, enfin, moi, c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est comment ce début de révolte va être étouffé dans l'œuf et finalement va devenir presque une manière de vivre, c'est-à-dire une manière de ne pas vivre, puisqu'elle est quand même complètement à côté d'elle-même. Une négation d'elle-même, c'est Ouais. exactement ce que j'allais dire. Ouais. À côté de son corps, à côté de ses désirs, à côté de ses ambitions. Et finalement, elle va en tirer une certaine force très noire, enfin très négative. Et voilà, mais je pense que c'est un processus qui existe malheureusement. Je pense que le travail, vous l'avez rappelé, le livre se déroule sur un certain nombre d'années. En fait, après le trauma du viol, moi, ce qui m'intéressait d'interroger, de regarder un peu à la loupe, c'était comment ça a détruit de l'intérieur et de manière extrêmement insidieuse l'intégrité de l'identité, le respect de soi, et comment finalement elle va trimballer ce truc-là, comme, encore une fois, comme son meilleur ami, son meilleur ennemi, à la fois ce qu'elle connaît le mieux d'elle-même, c'est-à-dire une image détruite, mais en même temps qui lui sert presque de béquille. Ouais. Et s'en séparer, ça voudrait dire se libérer, mais elle n'a pas les épaules, et puis surtout, elle n'est pas accompagnée. C'est ça aussi qui est Elle important. est très seule. Mm. Bon, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Dans cette émission, on essaye de revenir un peu en arrière pour comprendre les parcours qui ont mené les femmes qui font la société actuelle à l'endroit où elles sont aujourd'hui. Donc, Mazarine Pinjot, vous avez grandi à Paris, dans un appartement du quai Branly. C'est un peu particulier de vous interroger sur votre enfance parce que tout le monde la connaît, ou du moins tout le monde croit la connaître. Pourtant, vous dites souvent que vous en êtes amnésique. C'est vrai. Alors, c'était comment, cette enfance ? Il y avait du bien et du mal, comme dans toutes les enfances. Oui, j'ai grandi. Alors, j'ai pas grandi tout de suite dans un appartement du quai Branly. Ça, c'est quand mon père est devenu président. Et c'est même 2-3 ans après qu'il est devenu président, parce que ma mère avait pas envie de bouger. Elle refusait qu'il y ait une protection. Et puis, c'était compliqué parce que bon, tout était autour de chez nous. On habitait pas loin de son lieu de travail, de mon école et tout. Et donc là, on s'éloignait. Ça rendait tout plus compliqué. Et bon, c'est pas que pour cette raison-là qu'elle avait pas envie, c'était aussi que c'était un lieu, c'est comme un appartement de fonction, quoi. C'est assez sinistre en réalité, les appartements de fonction. Enfin, moi je trouve, c'est complètement désincarné, ça appartient à personne. Et nous, on y a mis nos valises, mais on les a quasiment pas ouvertes, quoi. C'est-à-dire qu'on a vécu 10 ans là sans jamais accrocher un tableau au mur. Enfin, on était vraiment en transit, quoi. En transit aussi parce qu'on savait que ça serait pas éternel, que c'était uniquement lié aux fonctions de mon père, que ça allait pas durer. Alors, le premier septennat, on savait pas que ça allait être suivi d'un second, mais bon, voilà. Donc, il y avait toujours cette idée du sursis qui fait qu'on s'est jamais vraiment senti chez nous. Enfin, de toute façon, est-ce qu'on peut se sentir chez soi dans un appartement de fonction? J'en sais rien, mais on n'a pas vraiment investi ce lieu, et donc finalement on y est allé parce que ma mère a fini par céder parce que c'était un peu dangereux, quoi. Enfin bon, en tout cas l'entourage de mon père a dit qu'en gros c'était dangereux, qu'il fallait quand même au moins pour moi assurer une protection, et là où on habitait c'était pas possible en fait, et c'est la raison pour laquelle elle a fini par céder et on s'est exilé dans les quartiers chics de la ville. Enfin, c'est le 7e. Mais c'est un quartier, à l'époque, maintenant il y a le musée Jacques Chirac et tout, du quai Branly, qui est génial. C'est vachement plus animé, mais à l'époque c'était sinistre. Ah ouais. Sinistre. Il n'y avait pas une boulangerie, il y avait pas. Enfin, bon, pardon pour ceux qui habitent dans ce quartier, mais moi je l'ai détesté. C'est un quartier où on ne pouvait pas marcher, quoi. Enfin, il y avait les bagnoles qui allaient super vite, juste en bas de la fenêtre. Enfin, bon, voilà. Moi j'ai pas aimé. Et moi, j'avais l'impression d'être en prison en réalité. Et donc, il y avait un côté un peu prison dans le sens où tout le monde ne pouvait pas rentrer dans cet immeuble. C'était quand même, c'était protégé, quoi. C'était hermétique. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui bossaient. C'est des logements de fonction pour les fonctionnaires qui bossent à l'Élysée et tout. Donc, de toute façon, d'emblée, il y avait déjà un petit truc comme ça. Enfin bon, c'était un lieu particulier, quoi. Et donc, j'ai grandi là. Enfin, d'abord, j'ai grandi chez ma mère, et après, j'ai grandi là. Et en fait, le fait d'être là-bas, ça accentuait vraiment
la frontière presque hermétique qu'il y avait entre le dehors et le dedans. Donc quand j'allais au collège et au lycée, j'allais dans un lieu, quasiment dans un pays étranger, et puis après je revenais après avoir traversé une frontière. C'était vraiment ça. Et c'était une frontière assez hermétique, quoi. Dans les deux sens, quoi. Ouais, Rien dans les n'en deux sortait sens. et pas grand-chose y entrait Ouais. non plus. Mais c'est étonnant parce que vous racontez cette enfance, enfin, c'est complètement exceptionnel. En fait, il y a très peu de personnes qui vivent ce que vous décrivez là, voilà, d'être sous protection, etc. Et en même temps, quand on lit, vous l'avez beaucoup raconté, cette enfance, comme pour vous la réapproprier. Je pense à La Bouche cousue, par exemple, qui est un de vos premiers livres, ou dans Bon petit soldat aussi. Et finalement, il y a une grande banalité aussi. Vous dites, bah, moi, je dînais tous les soirs après l'école avec mon père et ma mère. On lisait une histoire et j'allais au lit. Enfin, il n'y avait pas l'exceptionnalité non plus qu'on peut imaginer. Je pense pas quand qu'on puisse vivre l'exceptionnalité, ça se vit pas. Enfin, surtout quand on est enfant, on n'a pas du tout conscience que c'est différent des autres. Tu sais, on voit bien que c'est différent, mais c'est une prise de conscience qui est lente. Sa norme, c'est la sienne. Ce qu'on vit soi-même, c'est ce qu'on connaît, c'est les autres qui sont différents. Enfin, on met du Bien temps sûr. à comprendre que en fait, c'est soi-même qui avait une vie un peu spéciale. Mais en revanche, dans le quotidien, évidemment, il y a toujours du quotidien, dans toute forme d'exceptionnalité. Et moi, je pense que toute exceptionnalité est assez nuisible, surtout quand on est enfant. Dans toute forme d'exceptionnalité, il y a quand même du quotidien. Donc, par définition, on prend le petit-déj, on se lève, on se brosse les dents. Voilà. Et puis, bon, moi, j'avais la chance d'avoir mes parents, en fait. C'est que mon père, effectivement, était assez présent, même très. Et dans cette enfance bizarre et pas toujours heureuse, j'avais quand même l'amour de mes parents. Et ça, c'est déjà quelque chose de chouette, même si c'était un amour compliqué puisque secret, quoi, qui pouvait pas s'exposer au monde. Enfin, j'allais pas avec mon père au Cinoche et après au McDo, quoi. Ça, c'est un truc que je pouvais même pas imaginer, même sans parler du McDo, disons, parce que je me suis dit, lui, il aimait bien le Coca, mais voilà, même au café ou un truc comme ça, enfin, juste des choses normales et simples dans la rue, ça, c'est pas quelque chose qu'on faisait. Mais en revanche, le quotidien, c'est-à-dire le rituel, alors du soir, le dîner, on dînait devant les infos, et puis voilà, enfin, soit on regardait un peu la télé, soit chacun lisait, et puis le rituel du coucher, ça c'était assez inamovible, ouais. Et le petit-déj. Donc en fait, le quotidien, il reste le quotidien, sauf que après, quand on sort du petit déjeuner, qu'on s'habille et qu'on part, on part. Il n'y a pas, je reviens entre midi et 2 chez moi, puis j'appelle mon père ou ma mère pour voir s'ils sont là parce que j'ai oublié ma clé. Ou ça, non, par exemple. On part, on est dans un autre espace-temps. C'est ça qui est bizarre, en fait. C'est ça qui structure un peu différemment le rapport à l'espace, au temps, aux gens. Il y a beaucoup le vocabulaire du silence et de la silenciation dans vos livres, parce que dans leur titre, Bouche cousue, Se taire, vous venez encore de l'évoquer en parlant de votre enfance. Moi, ça me fait penser à votre maman, en fait, à Anne Pinjot, donc qui est une historienne de l'art absolument talentueuse. Et c'est vraiment la femme dite, celle dont on parle énormément. Donc, on a même fait des films à son sujet. Enfin, c'est incroyable, toute la production d'articles, de produits culturels autour de sa personne. Mais elle ne parle jamais, en fait. Elle s'exprime pas. Ouais. Je me demandais si c'était dans votre enfance, s'il y avait déjà cette image d'une femme qui ne commente pas, en fait. Alors, elle a pris le parti de ne pas parler. Bon, de toute façon, je pense que dans les deux familles, c'était plutôt des taiseux. Enfin, c'est pas des gens qui avaient l'habitude de parler. Alors oui, de parler dans le contexte professionnel. S'il s'agissait de faire une exposition et de faire des visites d'art, enfin ça c'était tout à fait possible, mon père aussi. Mais fondamentalement dans l'intimité, c'était pas des grands bavards. Et finalement dans les familles, j'ai l'impression, alors la famille de mon père, je la connais très peu, mais dans la famille de ma mère, la question de l'intime est toujours un peu complexe, quoi, compliquée. Un peu comme la grand-mère de Se taire. Ouais, un un petit peu peu de ça. Ouais. Ouais, C'est pas quelque chose qu'on déballe. Bon, enfin, ça dépend. Il y a aussi j'ai des oncles et tantes qui sont beaucoup plus dans la parole et tout. Mais ma mère, pas tant que ça. Et puis, je pense qu'elle a fait le choix du silence quand elle a fini par accepter cette vie-là. C'est comme si ça allait avec. Et au fur et à mesure, plus on fait le choix du silence, plus c'est difficile de revenir, en fait. Et comme c'est quelqu'un qui reste sur ses principes, qui est hyper, radical, tragique un peu, enfin quelque chose comme ça,
Elle est sortie du silence avec les lettres, et puis avec l'émission sur France Culture. Mais c'est une fois. Elle a donné un seul entretien. Voilà. Alors, vous parlez des fameuses lettres à Anne. Mm. Donc, c'est un recueil qui a été publié, évidemment, à son initiative, parce qu'elle les détenait, ces lettres. Donc, 1200 lettres de votre père à votre mère. Alors, voilà, j'ai des petits frissons qui se dressent sur mon bras en vous en parlant, parce que enfin, vos parents, ils incarnent, en fait, une extraordinaire histoire d'amour. Ouais, d'ailleurs, vous le dites vous-même, hein, quand elle est cachée, l'histoire d'amour est magnifique, car la passion est constamment reconduite. Et c'est vrai que dans ce recueil de lettres, que je pense que beaucoup de Français ont lu, il y a des phrases, voilà, t'aimer est en soi une œuvre passionnante. Quelle femme rêverait pas que quelqu'un lui dise ça? Est-ce que vous aviez conscience de la force de cette passion entre vos parents dans votre enfance? Ça, j'en avais conscience parce que, comme c'était une histoire particulière, puisque elle était cachée. C'est-à-dire que moi, j'étais cachée, mais leur histoire l'était avant que j'arrive. Donc, moi, je suis arrivée, c'était déjà fait, quoi. La situation, elle était déjà organisée, si vous voulez. Donc, moi, j'ai jamais appris à me cacher. Enfin, c'était presque naturel, ça coulait dans mes veines. Alors, évidemment, quand mon père est devenu président, c'était encore plus important. Donc, il fallait que je fasse plus attention. Là, il y a quand même eu un petit tour de vis, je dirais. Enfin, personne ne me le disant de manière violente. Hein. C'est vous moi qui aviez l'ai compris. 5 ans à l'époque, en 81. Ouais. J'ai compris que bon voilà, il fallait être encore plus vigilant, mais c'est vrai que c'était déjà je sais pas comment dire, le biotope de mon enfance, et que ma mère en fait avait déjà accepté et choisi de se taire. Elle avait quelques amis qui étaient dans la confidence, la famille évidemment, mais fondamentalement pas beaucoup plus. Ça n'allait pas beaucoup plus loin. Alors il y avait plein de gens qui savaient hein, dans son métier et tout, mais elle-même n'en parlait pas, quoi. Donc, pour rebondir sur le silence de ma mère, oui, c'est de toute façon, assez rapidement, c'est quelque chose dont elle ne parlait pas. Et aussi, non seulement parce que mon père était quelqu'un de connu, mais aussi parce que dans sa famille, qu'une très jeune femme vive avec un homme marié, c'était quelque chose d'absolument impossible. Vous avez 20 ans d'écart, un peu plus, ouais, 25, 28. 28, hein, ouais. 28 et un homme marié. Et ma mère vient d'une famille bourgeoise de province, catho. Enfin, c'était la honte, quoi. Et en même temps, mes grands-parents étaient des gens profondément gentils, donc ils ont tout accepté. Mais ils étaient quand même très, très structurés par leur milieu social. Donc c'est aussi pour ça qu'elle parlait pas. Il y avait les deux. Enfin, c'était pas uniquement pour protéger. Ouais. Et donc il y a ces deux facteurs qui se sont rencontrés et qui ont fait que cette histoire est restée vraiment secrète. Enfin, secrète, encore une fois, il y avait des gens qui savaient, bien sûr, mais elle-même l'a vécu comme quelque chose qui était son joyau, quoi. Enfin, quelque chose de secret. Elle en a souffert aussi, hein, évidemment. Hein, c'était pas simple tous les jours. Et puis pour mon père aussi, je pense que quelque part, il y avait ce côté-là un peu très romanesque, et je pense que ça a alimenté effectivement leur histoire. Le fait qu'elle soit toujours un peu compliquée, qu'il fallait mettre des choses en place pour se voir. Alors, quand je suis née, les choses se sont quand même beaucoup simplifiées. Et d'ailleurs, la correspondance s'arrête quasiment. Enfin, à partir du moment où on vit vraiment tous les trois ensemble. Voilà. Ça s'est simplifié. Bizarrement, quand il est devenu président, ça s'est simplifié. Elle s'y attendait pas du tout, mais ça s'est fait comme ça. Mais oui, je pense que l'histoire d'amour, c'est aussi nourri de ça et de la difficulté, quoi. Et vous perceviez, vous, la force de cet amour? Moi, je la percevais. Ensuite, comment dire? Je la percevais complètement. Mais en plus, c'est quelque chose, même dans ma famille, où cette histoire d'amour, c'était quelque chose d'important. Que la famille est toujours... Quand je dis ma famille, c'est toujours celle de ma mère. Hein. Enfin, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Il y avait il y avait ça donc, qui était à la fois maudit, interdit, mais en même temps fascinant. C'est-à-dire que non seulement je pouvais l'apercevoir de l'intérieur, même si c'est plus compliqué quand on est l'enfant, enfin voilà, mais même dans le regard des autres, il y avait ça. C'était présent dans la façon dont les autres avaient d'appréhender cette relation. Donc ça s'est construit comme ça, quoi. C'est étonnant parce que ce qu'on vous retenez de votre père quand vous en parlez dans vos livres, c'est une forme de vulnérabilité, une forme de fragilité qui tranche beaucoup avec, je pense, l'image que s'en font les Français qui l'ont eu pour président. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre, hein, mais en fait, comme moi je le voyais le soir, donc fatigué, rentrant du boulot, et que surtout j'entendais dans la cour de récré des choses horribles, et que je pouvais pas le défendre. Enfin, je le défendais, mais bon, sans dire pourquoi. Enfin, j'étais pas la seule française à pouvoir être de son côté, mais je pense surtout à
à 88, quand il y a eu la campagne, donc tout le monde en parlait dans la cour de récré et tout, donc c'était les uns et les autres qui s'insultaient en répétant souvent ce que leur disaient en réalité leurs parents, mais parce qu'on était petits encore, mais voilà, il y avait cette violence, moi, que je ressentais beaucoup, et d'autant plus sans doute que je pouvais pas le défendre, enfin de manière officielle en tout cas. Et j'avais l'impression qu'il fallait pas que je lui dise parce que sinon il serait triste. Enfin, je trouvais que c'était trop dur. Vous le protégiez en fait de la violence extérieure, c'est intéressant. Mais je pense souvent les enfants. Enfin, il me semble que c'est quelque chose d'assez naturel aux enfants de pas supporter en fait qu'on dise du mal de leurs parents à l'extérieur en tout cas. Enfin, à l'intérieur ils adorent, mais à l'extérieur c'est assez insupportable et donc ça fragilise vachement l'image du parent. C'est pour ça que d'ailleurs c'est insupportable. Et ensuite c'est vrai que mon père, je l'ai vu aussi, rarement, parce qu'il était très fort, mais quand même atteint par certaines violences médiatiques. Il y a eu plusieurs fois comme ça où j'ai éprouvé une forme de souffrance, quoi. Et je me dis, mais c'est horrible, en fait. C'est un métier horrible. Et je me dis, le pauvre, il se sacrifie comme ça. Et parce que aussi, j'étais pas du tout de l'autre côté où je voyais la liesse, la joie, l'enthousiasme, la passion politique. Moi, j'étais pas de ce côté-là. Et donc, sans doute, c'est l'aspect qui me manquait. Et puis ensuite, la dernière chose, c'est aussi que mon père était malade, donc il était quand même fragilisé. Et même si moi, je le savais pas, enfin, s'il m'avait pas dit, je le voyais prendre ses pilules, je l'ai su plus tard. Enfin, je veux dire, tant que la maladie était un petit peu contrôlée, ils m'en ont pas parlé, mais un enfant sent tout. Enfin, je le sentais très fort, ça. Je me souviens très bien de soirs où je disais, mais si tu meurs, comment je vais faire? Alors, est-ce que tu crois qu'on va pouvoir se parler? Enfin, j'organisais l'après déjà, quoi, très, très jeune. Donc, je pense que c'est toutes ces raisons-là qui faisaient que je voyais une fragilité chez lui et que je me disais qu'il fallait que je le protège, quoi. J'aurais pas été autant dans la protection du secret. Je me serais, je pense, pas sentie aussi missionnée de rester secrète moi-même si j'avais pas senti une fragilité. J'aurais pu m'opposer plus facilement s'il avait été peut-être à un autre âge et à un autre moment de sa vie. Cette mission dont vous parlez, je voulais aussi l'évoquer avec vous. Quand on lit notamment Bon petit soldat, ça ressort beaucoup. En fait, on a l'impression que vous vous sentiez vraiment responsable du secret. Il y a même des scènes qui sont troublantes où on voit que vos parents, enfin surtout votre père, hésitent pas à vous embrasser en public. Et puis c'est presque vous qui êtes là, genre mais arrête, on va nous repérer. Est-ce qu'on vous a pas trop responsabilisé un peu trop tôt, ou est-ce que vous êtes pas trop responsabilisé? Si, je pense. Mais je pense que le secret, surtout quand c'est un secret d'État, c'est ça le problème aussi. Enfin bon, tout secret est responsabilisant. Hein. Je pense que dire un secret à un enfant, c'est vraiment pas un cadeau à lui faire. Enfin, ça dépend quel type de secret. Hein. Si c'est juste où est caché mon trésor avec 3 centimes, ça va. Mais si c'est un secret lourd, je crois que c'est pas un cadeau à faire parce que c'est trop dur. Enfin, c'est trop lourd. Donc ça responsabilise tout de suite, quoi. Et là, le secret, c'était moi. Donc c'était encore plus responsabilisant quand même. Parce que j'avais l'impression que si vraiment il était éventé, ça serait très, très, très grave. Il se passerait quelque chose d'horrible. Et c'est là où peut-être que mes parents auraient pu, je sais pas, me dire, mais non, tu sais, il y aura pas de mort, tout ira bien. Mais je pense qu'ils s'en sont pas aperçus. Je pense qu'eux-mêmes étant dans cette structure-là du secret, je pense qu'ils voyaient plus ce qui se passait en fait. Et oui, je pense que le secret, de toute façon, responsabilise. Mais il y a des mécanismes que je trouve... on a l'impression que ça vous a presque marqué dans votre inconscient. Ça m'a fait halluciner de lire ça. Par exemple, quand vous étiez petite, vous hésitiez sur l'orthographe du mot Mitterrand. Comme tous les Français, vous savez jamais s'il y a 2 T, 2 R. Bon, alors c'est 2 T et 2 R. Maintenant, c'est facile pour tout le monde. mais je me suis dit, peut-être qu'il y avait même un blocage inconscient qui vous empêchait d'écrire correctement ce nom qui vous aurait dévoilé, en fait. Ouais, sans doute. Bon, d'abord, je l'écrivais jamais, puisque j'écrivais jamais ce nom. Oui, c'était pas votre nom. Voilà. Je le voyais finalement assez rarement écrit. Enfin, j'avais pas beaucoup de raisons, à part pendant la campagne électorale, peut-être où il y avait des affiches, mais sinon, franchement, c'est un nom qui m'était presque étranger, mais plus qu'étranger, qui m'était hostile. Parce que c'était à cause de ça, le secret. Si ça n'avait pas été son nom, peut-être qui n'était pas le mien, en plus, mais bon, après, il avait trouvé un prénom qui était presque pareil que le nom. Difficile à masquer, ouais. Voilà, mais donc, quelque part, c'était comme pour récupérer le nom dans le prénom, mais c'était un peu un ennemi, dans le sens où
où le non était celui qui allait me dénoncer, en fait. Et donc, j'avoue que c'était... Mais même aujourd'hui, quand on m'appelle Mazarine déjà, et puis Mazarine Mitterrand, j'ai toujours une petite angoisse, quoi, en me disant mais ils m'ont vu. Enfin, C'est fou. Ouais. C'est encore présent aujourd'hui. Ouais, c'est une seconde nature, quoi. Bon, ça dure moins longtemps. Hein. Maintenant, je dépasse le moment de stupeur comme ça et d'angoisse, et ça passe tout de suite. Mais il y a toujours un début de ça. Ce que vous décrivez, ça m'évoque en fait un sentiment de honte qui transparaît beaucoup dans ça. Je trouve que c'est vraiment un thème récurrent en fait de votre travail, et on le retrouve beaucoup en filigrane dans ce terre. La Mathilde a honte d'avoir fait les photos après le viol. C'est la sidération, hein, ça arrive souvent. Et je me suis dit en fait que cette honte, elle est presque inhérente à la condition des femmes en réalité. Ben, en fait, c'est drôle ce que vous dites, parce que moi, j'ai eu honte beaucoup. Et puis bon, je pense que étant tenue secrète, à la fois, c'était très resplendissant, parce que ça veut dire qu'on a de la valeur, qu'on est une sorte de trésor si on en est tenu secret. Mais ça veut dire aussi qu'on doit être caché. Enfin, si on doit être caché, c'est qu'on est sale, qu'on mérite pas, quoi, d'être vu. Donc, c'est hyper ambivalent, le secret, de ce point de vue-là. À la fois, c'est resplendissant, et à la fois, c'est vraiment honteux, quoi. Et donc, moi, j'ai beaucoup traîné cette honte longtemps, et d'ailleurs encore un peu à certains moments. Et donc, je me suis toujours dit que c'était lié à mon histoire, hein, que c'était assez logique, ayant un peu détricoté le truc. Et en fait, quand je me suis un peu intéressée de manière plus théorique, je veux dire, à la condition féminine, je me suis dit, mais en fait, c'est marrant, parce que j'ai jamais attribué la cause de cette honte à mon statut de femme, quoi, à mon appartenance à la gente féminine, mais en réalité, ça vient complètement rencontrer ce truc-là. Et finalement, j'ai été injuste envers mon enfance, même si ça vient beaucoup de là, parce qu'il y a aussi quelque chose comme ça qui est là, parce que je suis une fille. Alors, si j'avais été un garçon, je sais pas ce que ça aurait donné, peut-être une autre forme de honte. Mais je me rends compte quand même que il y a aussi beaucoup de ça. Par exemple, moi, j'ai mis beaucoup de temps à savoir parler d'argent, à me faire payer un boulot, par exemple. J'avais souvent des piges, des trucs comme ça, et il me dit, mais je l'envoie, et puis rien ne vient, et puis il me dit, mais il va me prendre pour qui si je demande, c'est pas que je suis intéressée ou pas, gros, c'est pas ça, mais quand même, en fait, j'ai fait le travail, et comment je vais faire pour le demander sans qu'il me prenne vraiment pour quelqu'un de super intéressé par le fric, des choses comme ça, Bien de sûr, la folie. Le sentiment d'imposteur qu'on total. Tellement moi, j'ai beaucoup le rencontre, sentiment d'imposture. Alors, c'est pareil, le sentiment d'imposture et d'illégitimité, je l'ai parce que j'ai eu un statut d'illégitimité très longtemps, mais je l'ai aussi, c'est ça qui est vachement compliqué, c'est qu'est-ce qui est lié à quoi. Et je vois dans mon métier, et dans tous les métiers que j'ai faits, chaque fois, il fallait que je monte patte blanche, que je monte des preuves bien supérieures à ce que je devrais montrer si j'étais un mec, ou si j'étais aussi, si je portais pas le nom que je porte, quoi. Donc il y a vraiment les deux qui se rencontrent, ce qui fait que moi, j'ai mis un temps fou avant d'arriver à dire, mais non, mais je vous emmerde, je suis là parce que juste c'est ma place. En fait, j'ai mis un temps fou, j'y arrive toujours pas vraiment, mais c'est un vrai problème, quoi. Ouais. Sauf que maintenant, je l'ai vraiment identifié. J'ai identifié à peu près les causes aussi, donc c'est un peu plus simple j'essaie de me battre contre moi-même et mes vieux réflexes. Mais je me dis, mais c'est tellement dur d'arriver à s'imposer, à imposer sa valeur. Moi, je suis fascinée par les gens qui ont du culot, qui disent ce que j'ai fait, c'est vachement bien. Ça mérite d'être. Mais il y a des gens qui sont comme ça, et je trouve que c'est une force, quoi. Et je pense que moi, je l'ai pas, mais c'est aussi parce que je suis une fille. Ouais, et pendant longtemps, j'ai pas identifié ça j'ai pas fait le lien avec le fait que je sois une femme. Et aussi parce que j'ai rarement souffert du fait d'être une femme. Disons que mon appartenance, mon nom et mon histoire a tellement pris le dessus sur toutes les autres dimensions. C'est l'identité qui a primé dans votre analyse de vous-même. Ça, Exactement. c'est quelque chose dont je discute parfois avec des femmes racisées, par exemple, qui vont dire, Exactement. moi, j'ai mis tellement de temps à déjà lutter avec le fait que j'étais noire, que finalement, le fait que j'étais femme est arrivé derrière. Exactement. Et vous, votre statut d'enfant illégitime, etc., ça a primé, c'est traité à l'avance, quoi. Exactement. Et donc, ça a complètement phagocyté tout l'autre aspect qui est le fait d'être une femme. Mais vraiment, là, quand j'arrive quelque part, on me voit pas d'abord comme une
femme. D'ailleurs, c'est un peu gênant et énervant et frustrant. Mais d'abord comme Mazarine Pinjot, la fille de François Mitterrand, etc. Et de même lorsque j'arrive dans un travail, dans mon boulot, etc. Et donc, le fait que je sois une femme m'a moins desservie finalement à certains égards. Mais en réalité, de manière très sous-jacente, ça vient aussi attaquer cette capacité. Enfin, disons que ça vient complètement corroborer mon sentiment d'imposture, mon sentiment d'illégitimité. Et finalement, de tous les côtés, c'est difficile d'arriver à s'affirmer, à dire je, à dire non, c'est quand même très difficile. Mais alors moi j'ai une théorie là-dessus. Quand vous dites que vous souffrez pas beaucoup de sexisme, vous avez fait normal. Et moi j'ai l'impression que d'avoir fait l'ENS, ça protège un peu des réactions machistes. Et j'ai plusieurs exemples parmi les invités de la poudre. Je pense à Alice Deniter ou à Rebecca Zlotowski, qui sont des femmes. Elles arrivent sur un plateau de télé, les hommes se taisent, c'est très rare. On les écoute parler avec respect, ce qui est extrêmement rare. Et je me suis demandé si le fait d'avoir fait normal vous avez fait ressentir ça, ou si même vous l'aviez fait pour obtenir aussi une forme de respect. J'ai passé des concours pour vraiment dans ma quête de légitimité, c'est-à-dire des concours anonymes où mon statut ne viendrait pas interférer, où je voulais aussi mesurer ma valeur propre, des concours difficiles. Vous avez une bonne pression, un grec de philo derrière en plus. Où on se fait un peu du mal quand même si c'est passionnant, mais... Et c'est vraiment pour arriver à acquérir quelque chose qui serait de l'ordre d'une place incontestable. Le truc, c'est que ça marche pas. Pour moi, ça n'a pas marché dans le sens où, d'abord, ça n'a pas marché vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que cette quête, elle est infinie. Quoi que je fasse, en tout cas, c'est pas en passant 350 000 concours que j'arriverai à la régler. Ça aide aussi, c'était pas totalement inutile, mais ça suffit pas. En revanche, effectivement, il y a quand même quelque chose, je pense, quand on... peut-être que les grands concours nationaux, Normal Sup, vous mettent à l'abri de certaines choses. Et c'est vrai, ça c'est vrai. Et notamment peut-être d'une forme de sexisme, effectivement. Alors, il y a l'autre forme de sexisme, quand même, le sexisme à la Zemmour. Moi, j'ai été prise à partie par lui, où il m'appelait les précieuses ridicules. C'est une autre manière de renverser le savoir ou, une certaine appartenance intellectuelle en quelque chose de ridicule. C'est une autre manière de critiquer ça. Vous l'êtes pris souvent dans la figure, Zemmour. J'ai pu apprécier quelques vidéos bien, sur Internet. Vous avez un aplomb incroyable face à lui. Moi, parfois, dans ma douche, je parle à Zemmour. Je m'imagine que je lui réponds. Cela dit, moi, vous l'avez vraiment fait, quoi. Je l'ai vraiment fait, mais après, dans ma douche, je me suis beaucoup dit, mais non, mais j'aurais dû lui dire ça, mais en fait, mais là, mais pourquoi j'ai pas dit ça, là, je me suis énervée, il fallait rester calme, alors que vraiment, c'est un pauvre type. Je me suis beaucoup refait là. Vous avez réussi à le faire taire quand même, une ou deux reprises, et c'est et je comprends pas pourquoi ce type, il fait flipper. Bon, je comprends pourquoi il insupporte, mais pourquoi il fait flipper, parce que c'est quand même un guignol, quoi. C'est un mec qui s'agite de partout, qui est un tout petit bonhomme, et on voit tellement toutes les frustrations, les ressentiments, on voit tellement pour le coup l'espèce de... il deviendrait fou si on disait ça, mais le gros nœud psychanalytique derrière, quoi. De son rapport à sa virilité... c'est tellement énorme que je comprends pas qu'il fasse peur, en fait. Son discours fait peur. Mais je trouve que, ensuite, on invite sur des plateaux télé, c'est la première erreur. Moi, je pense qu'il faut juste pas le faire, quoi. Donc, on instrumentalise aussi quelque chose, mais c'est un peu un pauvre type, en réalité. C'est un pauvre type, ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'il plaît à autant de pauvres types, je sais pas. Ah, c'est possible. Je glisse bonne analyse. Comme ça, au hasard. Bon, alors voilà, le 10 novembre 1994 paraissent dans Paris Match les premières photos de vous volées devant un restaurant près des Invalides. C'est quelque chose d'une violence inouïe, en fait. C'est une déflagration, et en relisant votre histoire, j'ai réalisé que vous passiez vraiment de l'ombre la plus complète à la lumière complètement aveuglante. Donc vous aviez 18 ans, vous veniez d'être reçu d'ailleurs à Normal Sup, je crois que c'était un peu le déjeuner de célébration de cette admission. Vous imaginiez où à ce moment-là? S'il n'y avait pas eu ce paparazzi de l'autre côté de la place, c'était quoi vos plans d'avenir avant que votre vie bascule comme ça? J'en avais pas. C'est horrible à dire, mais j'en avais pas. C'est-à-dire que justement le fait de pas pouvoir imaginer que ce statut du secret cesse me bloquait l'avenir. C'est compliqué à expliquer. C'est-à-dire que je faisais des rêves sur la comète, je voulais écrire déjà.
je voulais faire de la philosophie. Enfin, voilà, je voulais continuer dans la voie que j'avais, dans laquelle je m'étais déjà lancée. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire me représenter dans un métier, dans un endroit, dans un lieu, dans un espace public et tout, c'était impossible pour moi. Il fallait peut-être qu'il saute aussi, ce secret, alors. Non, mais il fallait qu'il saute. De toute façon, la violence de la photo, elle a répondu à la violence du secret. Je peux pas uniquement accuser la photo de cette violence-là. Ce qui a été extrêmement dur, c'était la brutalité de la chose. C'est-à-dire, effectivement, d'avoir passé ma vie à raser les murs. Et puis, du jour au lendemain, d'être celle qu'on regarde comme un chien savant, ou je sais pas, comme un monstre de foire, parce qu'il y avait cet aspect-là, quand même. On me regardait comme... Enfin, d'ailleurs, parfois encore aujourd'hui, ça arrive. C'est-à-dire qu'on vous regarde, vous êtes en train de parler, et on vous interrompt comme si vous n'existiez pas, quoi. On vous prend en photo sans vous demander votre permission. Enfin, chosifié, vous êtes un objet, quoi. Et donc, la violence aussi de la trahison, j'avais l'impression d'avoir mis toute cette énergie à garder le secret, et tout à coup, toute cette énergie s'effondrait en une seconde pour rien. C'est-à-dire que tout ce que j'avais sacrifié dans mon enfance pour protéger ça, s'effondrer, et finalement à quoi ça tenait, enfin à quoi je tenais, quelle était mon identité, donc ça a été super violent, et puis ça m'a pas aidé au début à me montrer plus, c'est-à-dire que je suis restée encore plus planquée quand on vous regarde. Ouais. C'est encore une meilleure raison de rester secrète et d'essayer d'échapper au regard que lorsqu'on vous regarde pas du tout. Mais ça a été une année vraiment d'une grande violence. Ensuite, j'étais très bien accompagnée parce que j'avais mon petit copain, j'avais ma meilleure copine, qui eux étaient dans le secret avant, donc qui ont pu faire la transition, qui étaient là, quoi. J'avais mes amis qui étaient là, et ça c'était toujours mon sas contre le monde, ou qui me permettait d'être entre l'intérieur et l'extérieur. Justement, cette problématique était là très tôt. J'ai toujours eu une bande d'amis qui m'a vachement protégée. C'était hyper important à ce moment-là. Et puis, j'ai décidé de faire exactement comme la veille, c'est-à-dire de changer rien à mes habitudes, de faire exactement comme si de rien n'était, pour traverser l'espèce de gros tunnel comme ça. Et donc, j'ai continué à bosser, j'ai fait comme si ça ne m'entamait pas. Et et puis au fur et à mesure, les choses ont mis des années à s'apaiser, mais... Vous parlez quand même d'une forme de haine dans certains de vos livres vis-à-vis des photographes qui ont volé cette image. D'ailleurs, mon cerveau a explosé quand j'ai réalisé que c'était le même photographe qui avait révélé la liaison entre François Hollande et Jules Gaillet quelques années plus tard. Ouais. Est-ce que vous avez encore cette détestation pour cette... Oui, enfin bon, maintenant je m'en fous un peu, mais quand même, ils ont une responsabilité, les paparazzis. C'est des paparazzis, hein, c'est pas des photographes. Des paparazzis, bien sûr. Oui, c'est parce important. Parce qu'il y a une grande différence. Ouais. C'est-à-dire des gens qui vivent quand même uniquement sur l'idée de bousiller la vie des gens, quoi. Qui continue d'ailleurs à vous poursuivre encore aujourd'hui. Ouais, alors moi maintenant, il faut qu'il arrive quelque chose, quoi. Si j'avais une jambe dans le plat, peut-être qu'il y aurait des mecs qui planqueraient derrière, ou si je changeais d'amoureux, ou je sais pas, mais maintenant quand même on fout un peu la paix. Je suis plus du tout intéressante, je suis très contente. Et non, mais ça c'est quand même pas mal banalisé, ça c'est tant mieux. Mais c'est vrai que en termes de morale, c'est un peu particulier, quoi, d'avoir comme métier de découvrir des liaisons, de découvrir... Enfin, parce que une photo qui marche, c'est une photo qui fait scandale. Donc, a priori, c'est quelque chose qui va bousiller la vie des gens, quoi. Donc, oui, je leur en voulais. Et puis, je me souviens, j'avais discuté avec eux à un moment donné où ils planquaient devant chez moi tous les jours. J'en pouvais plus, je me sentais salie. Ils n'ont pas un regard très bienveillant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, ils vous transforment en objet, quoi, en objet économique, parce que vous allez les faire bouffer, quoi, en fait. C'est ça, la vérité. Vous allez les faire bouffer, mais vous, entre-temps, vous serez complètement détruite. Et donc, je me souviens, je n'arrivais plus à sortir de chez moi. C'était vraiment un cauchemar. Et j'avais fini par aller leur parler, pour leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez, en fait ? Et puis, ils m'avaient dit, nous, on voudrait une belle photo, parce qu'on en a plein, mais vous n'êtes pas bien dessus et tout. Ils m'ont fait du chantage, quoi. Et moi, j'avais 19 ans et je leur disais, mais comment vous osez, enfin, comment vous pouvez, enfin, vous regardez dans la glace et tout. Puis ils me racontaient que dans la profession, on les appelait les rats, sans aucun scrupule, quoi, en étant assez fiers de... ce stigma, en fait, quoi. C'est bizarre, hein. Ouais. Je sais pas. En même temps, c'est intéressant. Enfin, maintenant que je suis beaucoup plus apaisée avec ça, j'aimerais bien vraiment discuter du fond du truc. Pourquoi, quoi.
Bon, en dehors de l'intérêt de gagner du fric, mais pourquoi ? Parce que c'est quand même une grande violence, quoi. On sent que c'est une figure quand même qui, enfin, je vais pas dire qui vous obsède parce que le mot est un peu fort, mais qui revient beaucoup. Par exemple, dans Magda, qui est l'avant-dernier roman. D'ailleurs, vraiment, pour moi, c'est mon préféré. C'est vrai ? Ouais, je recommande vraiment à tout le monde de le lire. Donc, je la raconte rapidement, mais voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se radicalise, hein, qui rejoint des groupuscules d'extrême gauche, qui sabotent des rails et qui se retrouve arrêtée et jugée. Et puis surtout de sa mère, qui elle-même a un passé de militante. Et en fait, au moment de l'arrestation et du procès, il y a encore des photographes qui viennent bousculer leur existence. Et je l'ai vu 2-3 fois apparaître, cette figure du paparazzi qui finalement crée une rupture entre l'intime et puis le public. J'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui continue de vous travailler encore aujourd'hui. Oui, parce que ça a été quand même quelque chose d'assez traumatique en réalité. Ça a été tellement brutal. Et puis j'étais tellement pas préparée. Après, j'aurais pu être un peu plus préparée que ça. J'étais un peu neuneu, faut bien le dire. Mais j'étais tellement pas préparée. Tout avait été tellement structuré dans ma vie contre ça. Oui, mais la politique, c'était pas la même aussi à l'époque. Hein. Vous êtes vraiment aussi c'est un cas d'école. Hein. C'est-à-dire que la pipelisation, je mets des guillemets, du politique est née avec votre médiatisation quelque part. Complètement. Historiquement, c'est incroyable ce que vous avez vécu aussi. Quoi. Complètement, ouais. Alors moi, j'avais pas toutes les dimensions à l'époque. Puis j'essayais de pas penser surtout. Hein. J'ai essayé vraiment de traverser ce truc-là pour le coup en bon petit soldat, quoi. Ouais. C'est-à-dire survivre, mettre un pied devant l'autre et puis après on verra. Mais effectivement, ça a été un trauma parce qu'il y a eu cette rupture absolument radicale. Et vraiment, il y a eu la veille et puis le lendemain, quoi. C'était plus la même vie. Et donc, c'est rare que quelque chose... Voilà, il y a tous les jours les accidents qui font ça, quoi, bien sûr. Traumatise, en fait. Mais, ouais. Et donc là, il y avait ce truc-là. Et puis, c'était quand même... Ça m'a toujours fasciné, moi, l'image. Parce que tout à coup, c'est quand même votre visage qui fait que votre vie change. Enfin, c'est le fait qu'on voit le visage... qu'on voyait avant, mais qui change de statut du fait qu'il est montré, identifié autrement. Et voilà, sur la question de l'image, moi j'ai toujours trouvé que c'était assez fascinant en fait, comment on travaille les images, comment on les fabrique, comment on leur fait raconter des histoires, comment on les vole aussi, comment on peut leur faire dire complètement autre chose que ce qu'elles disent. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très fascinant, ça, ce travail sur les images. Et donc moi, comme mon image a été volée, puis il y a quelque chose presque de biblique, quoi. L'image, est-ce qu'on peut voir le visage de Dieu ou pas ? Enfin, c'est des questions théologiques qui sont hyper intéressantes. Et le vol de l'image, du visage, c'est quand même quelque chose... Alors, ça reste symbolique, heureusement, mais c'est quand même quelque chose qui est très violent, parce qu'on vole votre identité, quoi. On vole quelque chose qu'on jette en pâture. Et la seule chose qu'on voit de vous, la première chose qu'on voit de vous, c'est quand même votre visage, quoi. Alors, il appartient à qui, finalement, ce visage ? Et donc, c'est très déréalisant, quoi. C'est une expérience très, très étrange. Vous avez à plusieurs reprises employé le mot d'objet en disant que vous étiez vraiment objet de cette fascination médiatique. Mais au fil de votre carrière, vous êtes devenu sujet des médias. Vous avez très vite écrit des colonnes, tenu des blogs et participé à des émissions de télévision comme chroniqueuse ou également à la radio. Et je me demande si c'était une sorte de revanche ou de façon d'inverser la vapeur en faisant... Ça a été... Alors, il y a deux choses. Il y a le rôle de chroniqueuse que j'ai tenu assez tôt. En fait, j'ai File dans ta chambre au départ et qui est devenu Ça balance à Paris. Sur Paris Première. Ouais, sur Paris Première. Donc, c'était le seul lieu où j'ai vraiment travaillé comme chroniqueuse. Après, j'ai fait aussi les grandes questions, mais beaucoup plus tard, ça. Quand Michel Fil m'avait proposé, donc c'était... il y a super longtemps maintenant, il y a plus de 15 ans. J'ai hésité parce que j'étais un peu terrorisée par le fait de parler en public, sur un plateau de télé avec d'autres. Et en même temps, je me suis dit, c'est la seule manière de récupérer ma parole. Enfin, c'est la seule possibilité, là où je suis maintenant, de reprendre quelque chose en mon nom propre. En plus, on va parler de livres, donc c'est ce que j'aime faire. Et donc, c'est parfait. En réalité, c'est parfait. Il me donne une vraie chance de plus être en guerre forcément contre l'image, et puis d'avoir l'impression toujours d'être dépossédée de quelque chose. Et peut-être que en faisant ça, je vais retrouver ma voix à moi. Enfin, en tout cas, je vais mettre le contenu que moi je décide. Alors au début, c'était pas simple parce qu'en fait, on décide pas tant que ça. Quand on est tout jeune, c'est difficile au début de parler comme ça devant la télé et tout. Donc j'avais pas l'impression d'être
excellente. J'ai appris, enfin, pas être excellente, mais en tout cas, j'ai appris à faire les choses de manière très naturelle et très, très agréable, quoi. Et je pense que j'ai eu raison d'accepter parce que vraiment, j'ai reconquis pour moi un espace qui m'était interdit et qui était un espace de violence. Et donc maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus simple d'aller sur un plateau pour aller faire de la promo, tout, enfin, d'aller faire de la télévision. C'est jamais neutre parce que, en plus, c'est toujours un peu flippant, hein. Mais c'est beaucoup plus ludique. Vous avez un aplomb qu'on retrouve pas chez toutes les artistes, autrices. Quand on vous voit chez Ruquier ou qu'il y a une émission qui est extrêmement violente, vous vous laissez jamais démonter par un chroniqueur d'extrême droite en face de vous, quoi. Maintenant, et puis j'aime bien aller au combat. C'est presque plus facile pour moi que d'être dans un truc neutre. Mais en tout cas, maintenant, c'est un lieu où je me sens à peu près à l'aise, on va dire. Et puis, la parole, c'est aussi mon métier. Quand on est prof, on a l'habitude de la prise de parole et tout. Donc, c'est en cohérence. Ensuite, le fait d'écrire dans des journaux, des tribunes, des blogs, ça, d'abord, toute forme d'écrit, je suis toujours preneuse. J'adore ça. Je trouve que c'est... Alors, à elle, c'était un peu trop tôt. Et puis, je devais faire des chroniques un peu air du temps. C'était pas du tout mon truc, en fait. J'aurais jamais dû dire oui parce que je connais... Enfin, parce que l'air du temps, c'est tout et rien. Et j'étais trop jeune pour angler ça de manière... voilà. Maintenant, je pourrais le faire, mais voilà, ça, je trouve que j'ai pas vraiment excellé dans l'exercice. Mais en revanche, tout ce qui est de l'ordre de l'écrit, j'aime bien la forme courte. Et quand on écrit des romans et que c'est très long et qu'on sait qu'on en a pour 1 an et tout, dès qu'on vous propose de faire des formes courtes, c'est vachement agréable parce que c'est une autre forme d'écriture. C'est rapide, il faut que ça soit un peu caustique et tout. Ça, moi, j'adore. Donc, oui, ça, et puis, comme vous le dites, c'est une manière quand même aussi de récupérer cet espace et d'en reprendre possession, quoi. Alors, on possède jamais ni son image, ni la façon dont les autres vont vous lire. Il faut faire le deuil de ça. Mais en revanche, il y a quand même... c'est quand même... écrire, on signe ce qu'on écrit, quoi. On assume ce qu'on écrit. En revanche, on n'assume pas qu'on vous vole votre image, quoi. Et puis il y a la littérature aussi. Je me suis toujours dit que finalement le fait que vous écrivez des livres, c'était une façon pour vous de conjurer le silence qui vous a été imposé dans l'enfance. D'ailleurs, vous l'explorez beaucoup cette enfance. C'est un matériau d'écrivaine qui est important pour vous. Je voulais revenir un instant sur votre premier roman qui s'appelle donc Premier roman et qui a été accueilli avec, je trouve, une grande cruauté. En fait, j'ai eu l'occasion de lire des critiques qui ont été publiées à l'époque. J'ai même pas envie de les redire tellement j'ai trouvé ça violent. Alors c'est vrai que ce roman, il est assez maladroit, c'est vraiment un roman de jeune femme, mais bon, il y a beaucoup de premiers romans maladroits qui sont publiés chaque année. Qu'est-ce qui vous a été reproché au juste avec ce roman? Très clairement, tout le reste. Il y a eu, j'ai pas lu une critique sur le livre, en fait. Oui, c'était un premier roman, comme son nom l'indique. Et j'aimerais pas le relire aujourd'hui. J'aurais trop peur de voir ce que j'y trouve. Mais je vois à peu près. Enfin, voilà, je vois à peu près. De toute façon, avant d'écrire Bouche cousue, tous mes livres étaient encore un peu à côté, dans la mesure où tant que je m'étais pas autorisée à parler de moi, c'est-à-dire à sortir du secret, en fait. Dans Bouche cousue, il y a un jeu. C'est vous qui vous exprimez. Dans Bouche cousue, je sors du secret et il y a plus d'exercice de style, quoi. Enfin, il y a du travail sur la langue, mais il y a plus d'exercice de style, ce qui était encore le cas de premier roman. Et donc je comprends tout à fait qu'il soit critiquable, le livre, mais la violence des critiques était telle, c'était un assassinat en règle, complètement, quoi. Et donc on me reprochait tout. Ça serait intéressant d'essayer de comprendre exactement tout ce qu'on me reprochait, parce que c'est presque une sorte de radiographie de l'inconscient français à ce moment-là, quoi. Bon, évidemment d'être la fille de mon père, mais pas que de pas être à la hauteur de mon père, à la fois d'être sa fille mais de pas être à la hauteur, d'oser écrire alors que je devrais ne pas exister. Il y a quand même ce truc inconscient de la bâtarde, hein. Ça c'est hyper prégnant en réalité. Même chez les gens de gauche bien pensants qui diront mais jamais, mon Dieu, je ne pourrais pas avoir ce genre de pensée. En réalité, c'est vachement présent. L'illégitimité, quoi. Elle a pas le droit d'exister, elle a pas le droit d'écrire. Et c'était ça, hein, dans les articles, c'était vraiment les formules les plus assassines, c'était autour de cette idée-là du non-droit à l'existence, quoi. Et c'était d'une violence absolument incroyable, enfin hallucinante, qui était totalement déplacée par rapport à l'objet. Vous aviez 20 ans à l'époque, en plus. J'avais 23 ans. 23. Et j'avoue que c'était... Bon, en même temps,
je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression d'avoir toujours connu la violence. Mon père était un objet de violence. Enfin, moi, je n'entendais que la violence. Je disais, j'ai pas trop été du côté du combat politique génial et c'est super et on est tous ensemble et c'est formidable. Et j'étais plutôt du côté de la violence. Ensuite, le secret a été une violence, l'image a été une violence. J'étais pas très étonnée, pour dire la vérité, à la sortie du livre. C'est une étape nécessaire presque. C'était comme si c'était normal, cette violence. Mais c'était pas normal de trouver ça normal. Hein. Voilà, maintenant je me rends compte que ça aurait pu m'annihiler, quoi. Mais connaissant ça, presque de l'intérieur, j'avais une sorte de carapace, mais de fausse carapace, parce qu'en réalité, ça fait très mal, quoi. Mais bon, en tout cas, ça m'a pas empêché de continuer à écrire. Et c'était ça le principal. Vous en avez écrit beaucoup des livres, mais c'est hyper compliqué pour vous de publier un livre parce que tout le monde y cherche sans cesse des clés. Ouais. C'est assez drôle. En même temps, ça fait sourire parce qu'il y a aussi des clés dans vos livres, mais évidemment, puisque vous êtes écrivaine et que vous écrivez des choses qui sont dans votre vie, et il se trouve que votre vie, les gens la connaissent un peu. Donc, voilà, c'est compliqué pour vous. Mais à chaque roman que vous publiez, ou presque, il y a un scandale qui éclate. Ça a été le cas pour Le cimetière des poupées, dans lequel vous explorez la trajectoire d'une mère infanticide. C'est un roman qui est passionnant, puis c'est une thématique qui, je pense, est fascinante pour toute personne et toute femme en particulier. Et on vous a accusé à l'époque de violer l'intimité de la famille Courgeot. On était en plein procès Véronique Courgeot et on vous a dit c'est incroyable, vous volez l'histoire de cette famille, alors que bon, c'est un thème qui malheureusement ne concerne pas que Véronique Courgeot. Quoi. Mais vous savez, même quand j'ai écrit Bouche cousue, on m'a accusé de voler mon histoire. C'est-à-dire, en gros, en disant, mais c'est votre fonds de commerce. Je dis, mais non, c'est ma vie. Je parle de moi, en fait. C'est pas les écrivains, quoi. C'est juste ma vie. Mais comme tout le monde a l'impression qu'elle leur appartient, il y a presque comme un vol lorsque moi je me la réapproprie. Enfin, c'est très étrange. Et donc là, sur la question de Véronique Courgeot, en effet, c'était c'était un livre qui est sorti en septembre, comme Se taire, et où il y a eu une sorte de mini polémique pendant l'été, c'est-à-dire avant que le livre sorte et avant qu'on l'ait lu. Et donc, sur la foi de la quête de couve et puis sur les rumeurs, quoi, qui vont toujours très vite, tout le monde a dit que c'était l'histoire de Véronique Courgeot, ce qui c'était pas du tout le cas. C'était pas une enquête. Je pense que le personnage n'a rien à voir avec Véronique Courgeot. Ensuite, moi, ce qui m'intéressait, c'était, mais comme pour tous les autres romans, et je pense comme pour tous les autres romanciers, c'est vraiment essayer de comprendre les lignes de faille, quoi, et les structures profondes, enfin les processus insidieux et cachés, enfin les choses vraiment qui sont pas à la surface, et évidemment pas l'idée d'aller suivre qu'est-ce qu'elle a fait, mais pourquoi. Véronique Courgeot, elle a vécu une tragédie, mais je la connais pas, et puis c'est pas que elle ne m'intéresse pas, mais bon, c'est pas elle qui m'intéresse. C'est comment une femme peut en arriver là. Quand on écrit, on cherche toujours à capter quelque chose qui soit de l'ordre d'un universel, qui parle à tout le monde. Donc plus c'est anecdotique, plus c'est sur l'histoire de quelqu'un de loin et dont qu'on traiterait de manière assez superficielle, moins c'est universel par définition. Et c'est un vrai contresens aujourd'hui, je trouve, sur la littérature, chez les critiques, mais qui me concerne, mais qui concerne plein d'autres écrivains. De se dire, mais en fait, ça parle de ça en réalité, pourquoi vous nous le cachez? Il n'y aurait pas d'intérêt à cacher, il y a juste un autre type de travail, c'est une autre approche. Bien sûr, l'artiste, il se nourrit du réel, donc il y a forcément des résonances. C'est obligatoire, et on appartient à notre époque, et donc on est nous aussi traversés par notre époque, et donc on s'empare de notre époque. Et la question de l'infanticide, effectivement, il y avait un éclairage important là-dessus à ce moment-là. Il y en a toujours, ça a ouvert un petit peu comme ça le dossier de l'infanticide, et c'est fascinant pour une femme. J'étais enceinte en plus au moment où je l'ai écrit, donc c'est fascinant. Qu'est-ce qui peut se passer? Et encore une fois, le romancier, il juge pas, donc il cherche plutôt à comprendre, à montrer l'ambivalence, la complexité des choses. Et en plus, c'était un livre plutôt pas en faveur de la femme, mais quand même. Bien sûr, on rentre dans son intimité, en fait, dans son cerveau. J'en faisais pas du tout un monstre. Donc, même si la famille Courgeot s'ils avaient lu le livre, peut-être presque ça aurait été plaidé en leur faveur. J'en sais rien. Mais en tout cas, oui, il y a toujours on ramène toujours à du réel, mais pas du réel superficiel, du réel anecdotique, quoi, du réel d'actu. Alors, l'actu, elle est fascinante, mais à condition qu'on la creuse. Si on en reste juste à qui a fait quoi, le buzz, juste le gros titre, c'est pas intéressant. Et donc, vouloir ramener la littérature au gros titre, c'est une tendance très contemporaine, je trouve, très actuelle.
et qui est bizarre. C'est vraiment une sorte de méconnaissance de ce que c'est qu'écrire, et puis un désintérêt surtout. Et donc je trouve que c'est assez angoissant en fait. Moi, je me suis aussi demandé dans quelle mesure ça répondait pas, entre guillemets, à votre actu. Dans Bouche cousue, vous le dites de façon très pudique. J'espère d'ailleurs pas arriver quelque chose de douloureux en vous en parlant, mais vous parlez d'une fausse couche très tardive que vous avez vécue. Ouais. Et je me suis demandé si c'était pas lié aussi, cette réflexion sur, finalement, le bébé mort-né, quoi. Ouais. Bien sûr qu'il y a quelque chose de... Bon, il se passe des choses folles quand on est enceinte, sur le rapport à son corps, l'angoisse de son corps qui pourrait être aussi un tombeau. Moi, j'ai été traversée par beaucoup de questionnements et d'angoisse quand j'étais enceinte. Alors, j'ai eu une première grossesse qui s'est très mal terminée et tard. Et donc après, j'ai encore été aussi un peu angoissée quand j'attendais mon fils, puis de moins en moins au fur et à mesure. Mais quand même, il y a toujours eu cette angoisse du corps à la fois tout puissant et tout fragile, quoi. Et effectivement, quand on donne la vie, la mort, elle est jamais très loin. L'idée de la mort est toujours là. Et bien sûr que tout ça est extrêmement lié en réalité. Et bien sûr que l'expérience très morbide et très traumatisante de donner la mort, quoi, interroge là-dessus. Et en même temps, dans le livre, cette narratrice, pour elle, ses enfants elle les aime. Et c'est en les tuant, elle les aime en fait. C'est-à-dire qu'elle a tellement peur de la vie, et en même temps, ils n'existent pas. Ils n'existent pas puisqu'ils sont en elle et à elle, ils lui appartiennent. Donc, elle n'a pas l'impression de les tuer. C'est aussi comment arriver à prendre conscience de la vie d'un autre, en fait. Que l'enfant soit pas que sa chose à soi. C'est tout un processus de séparation. Et la naissance étant la grande séparation, je pense que chez des femmes pour qui c'est pas très... que cette chose-là n'a pas été très aboutie, quoi, la question de la séparation, c'est des choses qui peuvent arriver sans même qu'elle s'en rende compte, quoi. C'est étrange. De toute façon, la maternité, ça fait poser tellement de questions graves. C'est un thème que vous explorez beaucoup, d'ailleurs, que beaucoup de femmes explorent beaucoup, peut-être par défaut aussi, parce qu'on lit peu de choses dessus par ailleurs. D'ailleurs, c'est le moment où de vous poser la question un peu étrange que je pose à toutes mes invitées. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Mazarine Pinjot? Justement, ça a été compliqué pour ces raisons-là. Par rapport à la maternité, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que j'ai perdu un bébé, parce que j'ai eu du mal à tomber enceinte, que j'ai fait d'autres fausses couches, mais moins tardives, donc c'était presque normal, quoi. Et puis après, en même temps, ça a été, la grande joie de ma vie, d'avoir des enfants. Ça m'a aussi beaucoup réconciliée avec mon corps, bizarrement. Alors que la grossesse était difficile et compliquée, ça m'a beaucoup réincarnée. Donc, c'est une histoire lentante avec mon utérus. Ça a été une longue histoire de... Voilà, on s'est détesté, on s'est aimé, et maintenant on s'entend plutôt bien. Maintenant c'est apaisé, tant mieux. Il y a un autre thème que j'aimerais explorer avec vous, même si on approche un peu de la fin de l'émission. Quelque chose m'intrigue, c'est la façon dont l'Orient traverse votre œuvre. La culture et la langue arabe, les pays du Maghreb et du Moyen-Orient sont très souvent mentionnés, très présents. D'ailleurs, dans ce terme, Mathilde passe un long moment en Égypte avec son compagnon Fouad, qui est égyptien. D'où vous vient cette attraction pour l'Orient, le Moyen-Orient? Alors, franchement, je sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Bon, avec mon père, on est allé plusieurs fois en Égypte. Ça a été un pays important, mais pas tant l'Égypte contemporaine que l'Égypte des pharaons. Donc, c'est pas ça le côté arabisant de la chose. Ma meilleure amie, quand j'étais en première, et je pense que c'est à ce moment-là que ça a commencé, était elle-même arabisante. Son père était démographe du monde arabe. Sa mère avait vécu, elle avait beaucoup vécu dans des pays arabes. Et elle m'a beaucoup ouvert à cette culture-là. Et je pense que c'est à partir de là que vraiment j'ai été passionnée. J'ai essayé d'apprendre l'arabe. Parce que, c'est dans sa famille, qui a été une famille importante pour moi, parce que c'était vraiment ma grande copine, à une période justement un peu compliquée de la vie, où on est ado, et puis elle a été vite dans le secret, et elle m'a accompagnée pendant toute cette période. Elle m'a complètement ouvert à ce monde-là, et je sais pas, ça a été une sorte de révélation. Et je me suis dit,
Voilà, c'était une manière aussi de sortir, moi, je pense, de mon enfermement, en sortant aussi des frontières de la France et en allant vers cette culture. On a beaucoup voyagé, toutes les deux. On est allés en Syrie, on a fait un voyage hallucinant, enfin magnifique en Syrie. Donc, je connaissais bien le pays avant la guerre, en Égypte, enfin voilà. Et puis ensuite, moi, après, j'ai eu mon premier chéri qui était marocain, le père de mes enfants est marocain, mais l'intérêt pour ce monde-là est venu avant que je les rencontre. C'est peut-être cet intérêt qui a fait peut-être que je les ai rencontrés. Ouais. Et après, j'ai beaucoup voyagé au Maroc. C'est vrai dans qu'on le sent qu'il faut Maghreb. qu'il y ait une connaissance intime dans la façon dont vous décrivez, je sais pas, ne serait-ce que les spécialités culinaires ou des choses, les odeurs, enfin on sent que c'est... Après, j'ai vécu dans des familles marocaines, donc je connais pour le coup sûr. très très bien. La grand-mère de mes enfants est marocaine, enfin voilà, donc après, j'étais beaucoup dans tous les coins du Maroc d'ailleurs, dans tous les milieux, puisque le père de mes enfants vient de... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui s'en est sorti, mais qui vient d'un milieu assez défavorisé. J'avais d'autres amis qui venaient de la bourgeoisie marocaine, donc vraiment c'est un pays que je connais assez bien. Dans ce terre, l'homme violent, c'est un homme égyptien, c'est un homme arabe. Et je me suis interrogée, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien à faire avec, dans votre introduction, alors sans le nommer, mais on reconnaît Tariq Ramadan, vous fustigez en fait les médias de gauche qui rechignent à traiter les plaintes pour viol déposées contre lui parce que voilà, c'est raciste de dire que c'est les Arabes qui sont violents, etc. Moi, c'est quelque chose que je pense même avoir moi-même été parfois auto-censurée, effectivement, sûr, par cette crainte normal. de stigmatiser voilà, les hommes arabes, les hommes noirs, qui sont pas les seuls auteurs de violences. Et en même temps, le danger de masquer ces violences-là qui existent comme ailleurs, c'est aussi très, très problématique. Donc, je me suis demandé si c'était pas exprès que vous aviez créé un homme violent arabe pour dénoncer ça. Il y a ça. Ce que vous dites, c'est très juste, mais je trouve que le fait de s'auto-censurer, et une certaine gauche qui veut pas fustiger certains hommes violents parce qu'ils sont arabes, c'est une autre façon d'essentialiser en fait. Je suis d'accord. Et donc en fait, ils tombent exactement dans le travers qu'ils dénoncent. C'est pas parce qu'on est arabe qu'on viole, mais c'est pas aussi parce qu'on est arabe qu'on viole pas. Enfin, ça n'a juste rien à voir. Et puis, il faut pas oublier quand même qu'il y a une culture machiste. Enfin, je veux dire, c'est la vérité. Donc, il y a pas de raison de le nier, quoi. Et de le nier, c'est même une violence à faire aux femmes qui vivent là-bas, qui sont les premières victimes de ce machisme-là et qui se battent contre. C'est-à-dire que je trouve que dans ce combat-là, il y a à nouveau un déni des femmes qui est monumental, quoi. Alors, mais par ailleurs, le choix du personnage masculin et qu'il soit égyptien et qu'il ait fui l'Égypte et qu'il y retourne et tout, il y a ça, sans doute. Alors, et puis, il y a cette forme de bien-pensance aussi qui m'insupporte de plus en plus. Et je trouve que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un discours contre parce que immédiatement, on est récupéré dans quelque chose de très manichéen. Et le problème de ce discours de bien-pensance, c'est que d'abord, pour la complexité de la pensée, c'est de plus en plus difficile qu'elle puisse s'autoriser et s'asseoir dans un espace public. Donc, c'est de plus en plus difficile de débattre, en réalité. Et ensuite, la raison pour laquelle je voulais qu'il soit égyptien, c'est un peu différent. C'est que je trouvais vachement intéressant de voir que ce personnage fasse aussi partie d'une minorité et que ça soit aussi un personnage humilié, en réalité. Et comment cette humiliation pour un homme, en plus un homme égyptien, va se transformer à l'intérieur du couple en domination. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, arrive souvent, enfin, cette espèce de translation de la violence ou l'humiliation qui est insupportable, une humiliation parce que dans un pays d'accueil, parce que soumis à toute forme de racisme, finalement va se transformer en quelque chose de très violent. C'est toujours que la victime peut devenir le bourreau et que le passage de l'un à l'autre est parfois assez ténu. Et c'était ça aussi que je voulais raconter, alors de manière très inconsciente, sur un passé historique, sur le rapport aux minorités. Alors c'est inconscient dans le sens où c'est pas thématisé dans le livre, mais ça irrigue un petit peu leur relation. En tout cas, ça apporte de la nuance et c'est un peu ce qu'on disait au début de nos entretiens, c'est très important. Alors après, voilà quoi, je me suis un petit peu questionnée moi-même en tant que média de gauche sur la façon dont je pouvais traiter ce type de violence. Et je crois aussi qu'il y a quand même aussi une peur face à une certaine montée de paranoïa. Et je me demandais par exemple, quand vous entendez, normalement on parle pas d'actu dans la poudre, mais c'est arrivé hier et moi je suis un peu choquée. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, dit sur un plateau de télévision, il faut surveiller les petits garçons qui veulent pas tenir la main des petites filles dans la cour de l'école pour identifier potentiellement une radicalisation précoce chez les enfants. Vous en pensez quoi quand vous entendez ça ?
Alors, j'ai pas écouté, moi. J'ai rien entendu. Donc, si vous me l'apprenez. Voilà, sur un plateau de télé, hier, on l'a interrogé sur comment, il disait cette fameuse ambiance, il faut débusquer l'islam radical le plus tôt possible, même dans la cour d'école. Enfin, on sait que tous les petits garçons de 5 ans aiment pas tenir la main des petites filles. Donc, et s'ils sont arabes, on va regarder différemment. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'assez non, mais je suis d'accord. flippant là-dedans, non? Ouais, bien sûr que c'est super flippant. Et la question, c'est que comme on est dans un moment où il y a encore du terrorisme, ça autorise plein de types de discours et plein de recul, quoi. Évidemment. Là, moi, c'est lié à l'attentat de la préfecture. On se dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu que le mec serrait plus la main des femmes? Bon, ça, pour le coup, c'est vrai qu'ils auraient pu le voir, mais ils l'ont vu, mais le faire remonter, quoi. Mais la question de la prévention, c'est une question super compliquée parce que à quel moment ça empiète sur de la stigmatisation, quoi. C'est tout le problème du terrorisme, c'est qu'en fait, tant que le mec n'agit pas, on va forcément, il va y avoir une sorte de suspicion généralisée sur des traces et des signes à interpréter, quoi. Et ça, c'est horrible. C'est aussi ce que fait le terrorisme. Alors, la réponse au terrorisme, elle est toujours forcément réactionnaire, par définition. Mais le terrorisme instille cette espèce de violence. C'est en ça qu'il faut rappeler que le terrorisme, c'est d'abord contre les musulmans, finalement, qui s'installe, précisément pour ces raisons-là. Alors ensuite, dans la cour de récré, c'est un peu absurde. Un petit garçon, une petite fille, après qu'on voit ce qui se passe dans une famille et tout, mais ça, je pense que c'est déjà fait, en réalité. Hein. Les maîtresses, elles savent. Quand un gamin, il est dans une famille où ça raconte des trucs un peu violents... je pense que c'est des choses qu'ils savent, mais aujourd'hui qu'ils disent ça, c'est marrant parce que quand on sait le nombre de gamins qui, lorsqu'il a fallu faire la minute de silence après Charlie, sont pas levés, si on savait le nombre de gamins. Et moi, j'en ai connu des gamins qui expliquent pourquoi et tout. C'est hyper flippant. Mais c'est pas des gamins qui vont aller foutre une bombe demain. Ils vont pas passer à l'acte. Mais il y a un truc, un ressentiment... il y a quelque chose, je trouve qu'il y a quand même une violence aujourd'hui en France, et notamment chez des mômes qui sont un peu paumés et qui ont rien d'autre pour se sentir un peu exister, qui est quand même super flippant. Et pour autant, ça va pas devenir des terroristes en puissance, quoi. Non. Mais c'est compliqué. Alors j'ai pas entendu Blanca, j'ai pas entendu. Oui, pardon de vous faire réagir là-dessus. Ouais. En plus, non, mais carrément. De faire, mais c'est vrai que je me suis questionnée. Et puis en me disant aussi que vos enfants étaient un peu marocains, que c'est peut-être quelque chose qui pouvait vous affecter en tant que mère, en fait, tout simplement. Non, mais bien sûr, ils sont métis. Bon, après, dans l'école où ils sont, c'est hyper mixte. Je suis encore dans un quartier où il y a encore de la mixité. Mais le problème, il est là aussi. C'est que, par exemple, il faut qu'il y ait encore de la mixité. Il y a des quartiers où il n'y a plus du tout de mixité, ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire, soit des quartiers où il n'y a pas une personne basanée, un gamin qui serait pas catholique romain, etc. Et d'autres où, en revanche, il n'y a pas un blanc. Et ça, c'est un problème de mixité, quoi. Ouais. Ça, de mixité sociale, de mixité culturelle. Et ça, c'est une question de politique, quoi. Tout à fait. Et après, c'est facile de stigmatiser les gamins. Mais bon, après, le travail de prévention, il doit être fait, mais pas dans une dénonciation, quoi, mais dans un accompagnement. Et ça, l'école, elle le fait déjà. Enfin, j'ai l'impression que les maîtres, les maîtresses, les directeurs d'école, ils sont quand même assez attentifs aux problèmes sociaux que traversent les gamins. Enfin bon, voilà, il faut l'être de toute façon de plus en plus, quoi, c'est sûr. Sans les stigmatiser. Mazarine Pinjot, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous? Alors, chez moi? Ouais. Pour de vrai? Enfin, je veux dire littéralement? Ouais, littéralement ou symboliquement, si vous préférez. Parce que, non mais c'est marrant parce que on a fait des travaux il y a pas longtemps justement où chacun maintenant a sa chambre, ce qui était un énorme truc. Avant, notre chambre, les enfants y allaient, c'était comme dans un moulin, en plus c'est là où ils regardaient, il y avait un vidéoprojecteur et tout. Maintenant, il n'y a plus rien. Et donc maintenant, j'ai ma chambre à moi, enfin à nous, moi et mon mari. On a notre chambre avec même une clé où on peut même fermer la clé. Et ça, c'est révolutionnaire parce que ça n'a jamais été le cas. Et en fait, c'est super agréable d'avoir son espace. J'ai toujours eu mon espace, mais c'était pas toujours forcément ma chambre, bizarrement. Et là, maintenant, voilà, il y a un truc de privauté, enfin voilà, d'espace privé, mais qui est tout récent chez moi. Comme chez moi, c'est un appart que j'adore, où je travaille. Enfin, il y a vraiment il y a plein de fonctions, mais qui est un peu ouvert à tout le monde. Et en fait, c'est assez récent que j'ai une clé, quoi. Enfin, qu'il y ait un espace qui soit le nôtre. Donc voilà, j'ai grandi. Bravo. Oui. Ça évoque quoi pour vous, la poudre? Ah,
d'emblée, mais en plus, on vient de parler de terrorisme, donc j'aurais plutôt pensé à des armes. Ça m'évoque pas la poudre pour se poudrer, mais plutôt soit les explosions, soit des traînées de poudre, des traces, quoi. Ce qui reste, la trace, c'est plutôt ça que ça m'évoque. Merci beaucoup, Mazarine Pinjot. Merci à vous. Merci à Mazarine Pinjot d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode a été enregistré à l'hôtel Belleval dans le 8e arrondissement à Paris. Ceci grâce à dayuse.com, un site qui permet de réserver des chambres d'hôtel en journée. Fallait y penser. Merci à Dayuse pour ses inspirants refuges.